Bonsoir à tous, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. En Martinique, construire n'a jamais été un acte banal, mais aujourd'hui, c'est presque un sport de haut niveau. Séisme, mouvement de terrain, submersion marine, cyclone, et au milieu de tout ça, une question très concrète. Comment bâtir et rebâtir sans mettre les personnes en danger et sans bloquer le développement du territoire? C'est là qu'entre en jeu le PPRN, le plan de prévention des risques naturels, un document officiel qui cartographie les zones à risque et fixe des règles pour ce qu'on peut construire, où et à quelles conditions. Avec la révision des PPRN, les règles du jeu évoluent et surtout, il y a un point crucial. Comment la filière BTP peut s'adapter, innover, se digitaliser et attirer les forces vives. Ce soir, on va parler innovation utile, celle qui aide à construire plus sûr, plus durable, plus efficace et surtout plus adapté par rapport à la réalité de notre territoire. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves Bonner. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de la FRBTP Martinique. Innover pour une filière BTP adaptée aux enjeux de notre territoire. Terre d'innovation, c'est parti. Bonsoir Jean-Yves Bonner. Bonsoir, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous représenter très rapidement et puis préciser votre rôle au sein de la FRBTP Martinique? D'ailleurs, qu'est-ce que la FRBTP Martinique? Alors, la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics de Martinique, c'est l'évolution du syndicat historique du secteur du bâtiment et des TP, qui est l'ancien CEDBAM, qui a évolué en 2023 et qui est devenu fédération. Très bien. Et donc, c'est un syndicat qui représente les intérêts des employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Quand on parle de filière BTP en Martinique, on parle de quelle réalité? C'est bâtiments, travaux publics, artisans, PME, gros chantiers, c'est tout ça qui fait tourner la machine? Oui, en fait, c'est un secteur où il y a effectivement des acteurs de taille très différentes, donc des entreprises de taille artisanale qui ont toute leur place dans notre secteur, des entreprises moyennes et puis des entreprises un peu plus importantes, je dirais, en effectif, qui sont parfois des filiales de groupes multinationaux, et chacun a sa place dans cet écosystème. Alors, on entend souvent un paradoxe, beaucoup de besoins structurels, construire, rénover, sécuriser, adapter, et finalement une activité qui est parfois instable. Comment on explique ce problème? Quel est le nœud du problème? Alors, c'est une question effectivement que nous nous posons dans ce secteur. Alors, la difficulté que nous avons, c'est qu'on n'est plus vraiment dans une instabilité, on est sur une décroissance régulière depuis plusieurs années. Oui. Et là, c'est risqué parce que les effets de yo-yo, on a eu l'habitude. C'est jamais très agréable pour la structuration d'une filière. Et là, on est quand même beaucoup plus inquiet parce qu'il y a vraiment une baisse d'activité qui remet en cause en fait tous les efforts de structuration que nous pouvons faire au sein de cette filière. Alors, il y a ce fameux plan dont j'ai parlé, le plan de prévention des risques naturels. En 30 secondes, qu'est-ce que ça change pour un particulier, une commune ou une entreprise? Alors pour les PPRN, effectivement, la Martinique a la chance effectivement d'être couverte par des PPRN là qui sont rentrés en révision. Ce sont des outils administratifs et d'urbanisme indispensables, je dirais, pour la prise en compte des risques majeurs sur le territoire. Et on sait que la Martinique est effectivement sujette à la quasi-totalité des risques. On a l'habitude de dire que tous les risques sauf l'avalanche de neige. On espère qu'avec le dérèglement climatique, on n'y aura pas droit. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement bien prendre en compte ces phénomènes pour savoir où nous pouvons construire,
comment nous pouvons construire, mettre quelques restrictions malgré l'exiguïté du territoire, et c'est souvent la difficulté que nous avons. Et ça pose problème notamment à nos élus locaux, les maires qui ont effectivement la mission donc d'aménagement du territoire et de gestion de l'urbanisme sur les territoires communaux, parce que de manière inévitable, il y aura des conflits entre des zones où des habitants souhaitent pouvoir construire et puis des zones qui sont malheureusement classées en interdiction de construire, zone rouge. Donc, on se dit que quelquefois, ces plans sont vécus comme des contraintes. On pourrait presque entendre on ne peut plus rien faire. Et vous expliquez potentiellement qu'il faut s'adapter plutôt que subir. C'est vrai que ces plans sont vécus comme des contraintes. Hein. On a eu l'exemple dans l'après Irma à Saint-Martin où l'État a voulu imposer de nouveaux PPRN, et notamment pour les zones littorales sujettes aux submersions marines. Il y avait eu de gros dégâts liés effectivement au choc des vagues sur les habitations de littoral. Et on a vu qu'il y a eu un rejet massif en fait, des populations de ces nouveaux PPRN. C'est jamais simple parce que sur nos territoires qui sont exigus, les gens ont parfois de la réserve foncière, ils souhaitent la mettre en valeur. Parfois des biens qui se sont transmis de génération en génération et sur lesquels on peut venir quasiment du jour au lendemain dire interdiction de construire. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est compliqué à l'entendre. C'est une pression énorme sur les élus locaux. Mais l'État est dans son rôle, en fait, en protégeant, puisque la mission des PPRN, c'est quand même de protéger d'abord les vies humaines et ensuite les biens. Alors, on dit souvent qu'il faut essayer de convertir des contraintes en opportunités, et c'est là que l'innovation entre en jeu. Quand on dit innover dans le BTP, vous mettez quoi derrière? Pour certains, l'innovation, c'est un drone. Pour d'autres, c'est un chantier livré à l'heure. C'est quoi l'innovation concrètement? C'est beaucoup de choses. Oui. Alors, notre secteur, effectivement, est plutôt considéré comme un secteur archaïque. Ce n'est pas le cas. Donc, je profite de ce moment pour dire que c'est un secteur où les choses bougent, très dynamique, très innovant, dans plein de domaines. Nous avons très clairement des soucis de productivité. Donc, l'innovation, elle va notamment l'intelligence artificielle qui fait son entrée très massivement dans nos métiers, va nous aider donc à gagner en productivité. Nous sommes un secteur où on gère beaucoup de données. Et donc, l'IA peut aider effectivement à gérer ces données. Mais c'est un secteur aussi où on fait beaucoup d'innovation en matière de techniques constructives, en matière de matériaux nouveaux. Donc, on est en Martinique et dans l'ensemble de l'outre-mer autorisé à un peu déroger aux règles européennes depuis 2024. D'accord. Donc, les choses se mettent en place un peu lentement, mais elles se mettent en place. Par quel biais? Par le biais de la création de ce que l'État, la loi Bélim du 13 juin 2025, a appelé les comités référentiels construction. Très bien. Et donc, qui vont nous permettre de faire deux choses. Un, de favoriser donc l'innovation et de faire entrer des matériaux nouveaux avec les critères que nous définissons par rapport à nos réalités géographiques, climatiques. Et puis aussi commercer avec les pays voisins, les pays du bassin géographique, qui parfois ont des matériaux qui sont tout à fait adaptés aux mêmes réalités que nous vivons et qui pourraient, à moindre coût, puisque nous avons aussi ce souci de coût, dans nos métiers et avec une empreinte carbone réduite, de pouvoir faire du sourcing de matériaux. Donc, alors, voilà. Quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'innovation et pourtant, quand on pense au secteur, comme vous le disiez, on entend souvent que l'on fait toujours un peu trop comme avant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le changement est lent? À quoi c'est dû? Est-ce que c'est le coût, les habitudes, la commande publique, la formation? Alors, le changement est effectivement trop lent. Enfin, nous, c'est ce que nous analysons en termes de fédération, parce que les choses vont vite. Nous sommes dans un secteur qui est parfois très réglementé avec beaucoup de normes. Et on s'aperçoit, notamment en matière d'efficacité énergétique, par exemple, d'introduction des énergies renouvelables, que les choses bougent vite. Et que ici, on a un petit peu de mal à suivre parce que culturellement, les entreprises ont parfois un peu de difficulté à évoluer.
ne serait-ce que par leur taille. On a beaucoup de petites entreprises artisanales qui n'ont pas forcément, je dirais, les ressources en interne pour pouvoir conduire ce changement. Donc c'est le rôle aussi des fédérations, des chambres consulaires d'accompagner cette révolution un peu culturelle pour nos entreprises. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce volet qui permet un peu d'expérimenter. On a entendu dire que quelquefois, on avait calqué le bâti en Martinique sur un bâti ou des normes européennes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir quelque part à une réflexion? J'entends souvent dire qu'avant, on prenait en compte le climat ou le vent, etc. Est-ce qu'on va peut-être vers une innovation? On va avoir de nouvelles constructions, de nouveaux modes de construction qui respectent globalement les contraintes en fait, du territoire et les opportunités aussi. Alors, pendant très longtemps, on a effectivement construit avec des techniques dites vernaculaires, c'est-à-dire adaptées à nos réalités. On les a progressivement abandonnées et puis on est rentré aussi dans un système de normalisation avec des contraintes imposées par les assureurs, mais avec un certain nombre de référentiels techniques qui effectivement sont inadaptés à nos réalités. Et on est en train de sortir en fait de cette logique pour revenir. Alors on ne revient pas complètement aux techniques vernaculaires anciennes, bien qu'on s'en inspire. D'accord. Mais on va aller vers une adaptation de toutes les normes, de tous les référentiels techniques qui s'appliquent à nos techniques constructives. Et le passé est très bon conseiller en la matière. Il y a des choses qu'on faisait très bien avant. C'est quoi les exemples de choses qu'on faisait bien? Les questions de ventilation naturelle. D'accord. Je pense que les anciens maîtrisaient beaucoup ces techniques de ventilation naturelle. Après, on est passé à de la climatisation et à des enveloppes bâtimentaires un peu plus fermées, des menuiseries différentes. Et donc là, par exemple, juste pour donner un exemple, dans l'évolution des normes sur les menuiseries extérieures, donc les fenêtres et les portes, on est en train d'essayer de requalifier nos menuiseries traditionnelles qui fonctionnent, qui sont plutôt bien résistantes, mais qui ne correspondent pas aux documents techniques unifiés qui les caractérisent dans la norme nationale. Voilà. Alors, on parle aussi beaucoup de réhabilitation ou d'adaptation du bâti. Pour vous, les poches et les poches de gisement les plus importantes, elles sont où aujourd'hui? Dans les logements, dans les bâtiments publics, dans les infrastructures? Alors, il y a encore... Notre secteur est en crise, mais ce qui nous rassure quelque part, c'est qu'il y a encore beaucoup de travaux. Alors peut-être que la nature des travaux change, qu'on va moins se faire de neuf. On est très conscient de l'érosion démographique du territoire, oui. Bien qu'il y ait encore des sujets de décohabitation, par exemple, dans le logement. Donc il faut qu'en fait les entreprises acquièrent de nouveaux savoir-faire, de nouvelles manières de travailler. Par exemple, dans les logements en site occupé, on a une partie du parc de logement, qu'il soit social ou privé, qui est aujourd'hui ancienne, avec des normes de confort qui ont changé, et des fois des aspects de sécurité également. Et donc, c'est important qu'on puisse s'intéresser à ces marchés. C'est un gisement d'activité qui est très important pour nos entreprises. Très bien. Alors, on parle d'innovation, il fallait forcément qu'on parle d'innovation numérique. Alors, vous avez évoqué un petit peu plus tôt l'intelligence artificielle, mais bien avant cela, on parlait d'un concept, le BIM, le Building Information Modeling, donc qui peut être traduit par la modélisation des informations du bâtiment. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité? Est-ce qu'on voit l'effet sur la construction, par exemple, pour éviter des erreurs, des surcoûts, des surprises de chantier? Ou est-ce que finalement, ça a été une mode qui n'a jamais vraiment trouvé son chemin en Martinique? Ce n'est pas une mode. Alors, les maquettes numériques, en fait, sont effectivement très utiles. C'est vrai que nous avons pris beaucoup de retard à la Martinique. Il y a eu très peu de chantiers BIM. Oui. En mémoire, j'en ai pas beaucoup en tête. Très bien. Par contre, il y a des digitalisations partielles, je dirais, surtout au niveau de la conception. Okay. Et le chantier que nous avons, c'est vraiment
de faire passer de la conception à l'exécution, c'est-à-dire à la réalisation des ouvrages, en utilisant les mêmes maquettes numériques. C'est ça. Et surtout, derrière, l'enjeu, c'est de pouvoir faire de la maintenance avec ces maquettes numériques. C'est toute la chaîne de valeur. C'est toute la chaîne. On est sur la conception, il faudrait qu'on soit sur l'exécution et la maintenance. C'est ça. Et l'intérêt, c'est que tous les acteurs, à tous les stades, travaillent sur la même maquette, sur le même objet, de manière à éviter effectivement un certain nombre de difficultés que nous rencontrons sur les chantiers qui retardent, qui font perdre de l'argent et qui, en fait, sont des risques de malfaçon pour un secteur qui a besoin de montrer qu'il sait faire de la qualité. Et qu'est-ce qui explique ce retard? C'est la formation, le fait que aussi, peut-être qu'il y ait des personnes qui ne soient pas nées avec le numérique, problème d'acculturation. Il y a très clairement un problème d'acculturation. On est très conscient que les effectifs dans notre secteur sont plutôt âgés. Oui. On a du mal à intégrer effectivement les plus jeunes générations. On en parlera. Mais on y travaille. Oui. On y travaille et on ne s'avoue pas battu en la matière. Donc il y a effectivement ce frein. Je pense qu'il y a aussi des questions de coûts. C'est vrai que ce sont parfois des investissements initiaux qui sont pas négligeables. Oui, oui. Et tant qu'on n'a pas de visibilité, en fait, c'est compliqué de se lancer dans ces investissements parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on aura à faire demain. Et donc, c'est un enjeu important pour le secteur, mais on a besoin pour ça d'être accompagné, notamment par nos maîtres d'ouvrage, et singulièrement les maîtres d'ouvrage publics, puisqu'on sait très bien que ce secteur est malheureusement, quelque part, dépendant de la commande publique. Très bien. Sur la partie numérique au sens large, on a vu apparaître des drones, des logiciels, des outils de suivi. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? C'est quoi les outils ou applications où vous trouvez qu'il y a une vraie transition qui est en train d'être faite au niveau du bâtiment? De plus en plus. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie administrative qui est lourde dans nos métiers. Commande publique ou même commande privée dit appel d'offres, souvent. Donc, avec beaucoup de données à gérer. C'est un secteur qui est très réglementé avec des normes qui évoluent tout le temps. Donc, il y a énormément de contrôle, de justificatifs à produire. Voilà, oui. Et puis des référentiels qui évoluent. Oui. Et donc, il faut faire une veille réglementaire. Et c'est vrai que les outils, notamment les outils d'intelligence artificielle, le font beaucoup plus facilement que nous, beaucoup mieux et à des coûts moindres. Voilà. Mais il y a un certain nombre d'outils qui arrivent dans l'exécution des chantiers. Les drones sont devenus une réalité dans beaucoup d'entreprises. On calcule par exemple des cubatures de terre, donc des volumes de terre excavée avec des drones. Ce sont des outils qui font leur entrée dans beaucoup d'entreprises. Et enfin, nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement que ce mouvement s'accélère parce que nous sommes un peu à la traîne et il nous faut rattraper ce retard. Est-ce que dans votre position de secrétaire général de la FRBTP, vous avez pu être amené à voyager et à rencontrer des territoires où vous trouvez qu'il y a des innovations qui pourraient potentiellement être utiles sur nos propres territoires? Ça m'arrive, effectivement, ça fait partie, il faut être curieux, voir ce qui se fait ailleurs, voir comment on peut l'adapter à notre territoire. Notre mission au niveau de la fédération, c'est beaucoup d'écouter les entreprises, de comprendre leurs besoins et puis de voir comment, de manière globale, pour l'ensemble des entreprises adhérentes et même le plus souvent au-delà des entreprises adhérentes, comment nous pouvons impulser des formations, par exemple. C'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de parties prenantes. On a un OPCO qui est constructrice dans ce secteur. Et donc, on a des relations très régulières avec notre OPCO et voir comment, avec l'éducation nationale, on a des partenariats que nous mettons en place. Et donc, l'idée, c'est de voir, d'anticiper comment nos métiers vont évoluer et puis de faire en sorte que tous ceux qu'on forme et qui restent dans notre secteur puissent être utiles et puissent apporter quelque chose. Donc, c'est une transition parfaite sur un peu l'attractivité. Alors là, je vais peut-être avoir une réflexion que vous n'avez pas appréciée, mais on entend souvent que le BTP recrute, mais que le BTP n'attire pas. Qu'est-ce qui explique potentiellement, peut-être que ce n'est pas vrai, mais cette crise de vocation, qu'est-ce qui pourrait abîmer l'image du secteur?
Non, nous sommes conscients, en fait, les réalités, nous les acceptons. Nous les acceptons et c'est surtout, nous essayons d'y remédier quand elles ne sont pas satisfaisantes. Et effectivement, on a un déficit d'attractivité qui est très fort, qui est historique. Il y a plusieurs raisons. Il y a eu effectivement des questions de pénibilité de nos métiers, des questions de sécurité parfois. Ce sont deux domaines dans lesquels il y a eu énormément de progrès, sur lesquels nous n'avons peut-être pas su bien communiquer. Il y a eu aussi, en fait, un défaut de communication parce que souvent, quand on entendait parler de ce secteur, c'était pour des retards de paiement, Et on n'a de pas l'absence montré le côté d'activité. positif et Exactement. valorisé. Et le message que nous essayons de faire passer à tous les membres et à tous ceux qui s'expriment au nom de ce secteur, et ils sont nombreux, c'est vraiment aussi de toujours mettre des éléments de positivité. Nous n'avons pas toujours su le faire, mais de nombreux acteurs aujourd'hui sont très impliqués dans, je dirais, la promotion de l'image du secteur. Hein. Et en tout cas, nous essayons de jouer notre rôle. Les familles sont prescriptrices, donc parmi les actions que nous avons sur notre feuille de route, c'est aussi aller à la rencontre des associations de familles pour faire la promotion de nos métiers, parce que souvent, les jeunes sont découragés d'aller vers nos métiers par leurs parents. Par rapport à la vision qu'ont leurs parents. Voilà. C'est quoi les métiers les plus en tension aujourd'hui dans le BTP? Est-ce que vous avez des exemples? Il y en a un certain nombre. Des métiers aussi basiques qu'offreurs-bancheurs, donc du métier à la maçonnerie, des carreleurs, des charpentiers, couvreurs. Donc des métiers qui sont parfois des métiers d'extérieur, mais qui sont des métiers passionnants. Ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est que on construit jamais la même chose. Tous les ouvrages sont différents et en fait, on laisse des traces et on aide en fait à équiper le territoire. Et moi, j'ai vu beaucoup de salariés qui ont une fierté particulière à montrer à leurs enfants, à leurs petits-enfants, les ouvrages auxquels ils ont contribué. Et on laisse des traces. Très bien. C'est très important. Un dernier message justement pour motiver peut-être ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore passé le pas, alors qu'ils sont peut-être attirés par ce secteur. Secteur formidable, Oui. utile, qui ne sera pas entièrement remplacé par l'IA. Donc ça, je le dis, il n'y a pas de sujet. On aura toujours besoin de salariés, d'hommes et de femmes, alors de femmes surtout un peu plus. Et puis pour dire qu'on a cette volonté de pouvoir montrer ce que nous faisons, ce que nous savons faire. Et il y a de très beaux savoir-faire en Martinique. Donc, rejoignez-nous. Très bien. Dans quelques secondes, je vous donne rendez-vous pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mon invité, Jean-Yves Bonner. Merci. Donc, je reprécise, secrétaire général de la FRBTP Martinique. Place à la masterclass. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté un outil que j'utilise beaucoup, Notebook LM. Je vous avais dit que c'est un outil qui est vraiment génial pour faire de la veille, monter en compétence sur un sujet ou avoir des informations détaillées sur un document que vous allez partager donc, à l'intérieur de cet outil. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans la suite de l'émission qu'on vient de faire, donc je vais prendre un exemple un peu dans la filiation de ce qu'on vient de voir, comment vous pouvez utiliser Notebook LM pour de la comparaison de devis. Voilà, donc là, je me suis mis dans la peau, alors ce n'est pas mon cas actuellement, mais de quelqu'un qui a une maison, qui a peut-être quelqu'un qui suit son chantier. Il a donc fait un document pour une piscine assez détaillé. Donc, il a son document de cadrage et qu'il a partagé peut-être via son maître d'ouvrage avec différents prestataires. Et donc, on reçoit un certain nombre de devis. Comment on fait quand on n'y connaît rien, quand on n'est pas expert, pour essayer quand même de comprendre les tendances et évaluer les devis les uns par rapport aux autres. Et c'est là que Notebook LM, donc je vous montre mon écran, donc Notebook, hein, N-O-T-E-B-O-O-K LM, peut être utile. Donc ce que j'ai fait, j'ai simulé avec l'intelligence artificielle, puisque effectivement moi je n'ai pas de chantier en ce moment, j'ai simulé avec l'IA, donc avec un autre outil, donc Claude en l'occurrence, un autre outil d'IA générative, j'ai simulé un cahier des charges pour ma piscine. Donc vous voyez, c'est assez complet, ce que je souhaite. J'ai travaillé cela avec mon maître d'ouvrage.
Et puis, on a eu 2 réponses, 2 devis de 2 prestataires fictifs, ici Caraïbes Piscine. Alors, je ne sais même pas si ce prestataire existe vraiment, qui a fait un devis, qui est assez long, qui est assez détaillé. Et puis, j'ai un deuxième devis de Soleil Bleu Construction, pareil, qui est détaillé. Voilà. Et en fait, la question que je me pose, c'est comment je vais faire pour comparer ces 2 devis pour savoir lequel correspond le plus à mes attentes et comprendre potentiellement celui qui potentiellement est intéressant, mais qui ne correspond pas vraiment à ce que je souhaite. Donc, c'est là qu'on utilise Notebook LM. Dans Notebook LM, j'ai chargé donc mon cahier des charges et les 2 devis. Et puis, j'ai écrit un prompt. Donc, tu es un expert en construction de piscines en zone tropicale avec une connaissance approfondie des normes. J'ai chargé 3 documents, mon cahier des charges, un devis d'une société, le devis d'une autre société. Et puis, je te demande de faire un travail sur la conformité au cahier des charges, une analyse technique critique, une analyse contractuelle et juridique, et puis de me faire un scoring. Donc, en fait, avec ces parties, la conformité au cahier des charges, je vais pouvoir avoir véritablement le point pour me dire est-ce que c'est vraiment conforme au cahier des charges. Avec l'analyse technique critique, ça me permettra de voir s'il y a peut-être des failles en termes de normes, de matériaux, de sous-dimensionnement, etc. Et puis sur la partie contractuelle juridique, je vais voir s'il n'y a pas de loup sur des modalités de paiement, des enjeux de sous-traitance, de validité, etc. Voilà, et je lance mon prompt. Et c'est là que la magie va opérer, parce que je vais vraiment avoir une analyse exactement comme ce que j'ai demandé, avec l'analyse sur la partie en termes de conformité, l'analyse sur la technique, l'analyse technique critique, et puis la partie analyse contractuelle, et à la fin, avoir un scoring comparatif avec finalement une recommandation motivée. Et ce qui est passionnant avec cet outil, c'est que dans chaque analyse, vous allez avoir des rappels, où ici, vous voyez le petit 1, 2, 3, etc. Ça va vous permettre d'aller voir dans le document à quelle partie exactement l'IA fait référence. Donc, si je clique sur 3 ici, il me dit qu'effectivement, on est sur une partie béton C2530, qui a un contrôle de Veritas inclus, et il m'explique pourquoi il peut me dire ça, parce qu'il a cherché ça dans mon document. Voilà, ce que je voulais vous présenter, un usage de Notebook LM pour la construction et le contrôle de la construction. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 et à 23h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.